Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va parler de ce couteau de bushcraft, couteau de camp, bivouac, chasse et compagnie, le Condor Stratos. Couteau atypique, forme atypique, mais couteau quand même. C'est parti. Voilà la bête. Au niveau de l'historique des couteaux Condor Tool and Knife, je vous renvoie à mon autre vidéo sur le Condor Terrazor. Très bon couteau également. Alors le Stratos ici, pourquoi je l'ai choisi? Déjà pour son prix, hein, aux alentours de 70 euros, 70 euros en fonction des sites. C'est un grand couteau, effectivement pratique pour tout ce qui est travaux de camp, éventuellement de chasse et compagnie. Alors on est sur une construction en plate semelle, full tang bien évidemment, comme à chaque fois. Ici, la caractéristique de la lame, c'est qu'on a ce grand swedge ici, hein, qui est aussi appelé fausse coupe, qui donne vraiment cette forme atypique qui pourrait même faire une tête de condor, hein, si on a de l'imagination. Bien évidemment, comme tous les couteaux Condor, c'est made in El Salvador. Et comme tous les couteaux Condor, on verra tout à l'heure que même si on est sur du bon acier et un très bon rapport qualité-prix, bien sûr, il y a des petites imperfections à gauche à droite, comme tous les couteaux Condor, couteaux qui sont faits pour être utilisés et pas regardés dans une vitrine. Alors on a, si on peut appeler ça, un léger contre-tranchant sur le dessus, qui est plus là à des fins esthétiques qu'autre chose. Néanmoins, on garde un plat partiel et total sur toute la lame, ce qui, vous le verrez tout à l'heure, ne nous empêchera pas de bâtonner avec. Pour les moutures, on est sur une émouture scandinave, hein, une émouture scandi à 10 degrés d'aiguisage. On est sur un manche en plaquette de noyer avec des rivets laiton et un passant dragon. L'acier ici utilisé, c'est du 1075, hein, 1075. Comme je vous avais dit pour le Terrazor, la plupart des couteaux Condor, même si celui-là était en 1095, sont en 1075. Alors, c'est un acier carbone qui est quand même très résistant, un peu en dessous du 1095, mais qui ne fait pas défaut. Et comme le 1095 et tous les couteaux en 1095, bien sûr, il est sensible à la corrosion. Donc une fois que vous l'avez utilisé dans un endroit humide, eh bien une petite goutte d'huile dessus pour lui redonner sa superbe. Ça, c'était pour la composition générale. Maintenant, on va voir au niveau de l'étui et ensuite les caractéristiques techniques avant les tests. Alors l'étui, il est clairement typé chasse et bushcraft, hein. Alors, on pourrait croire que c'est du cuir, c'est du simili-cuir, hein. De bonne qualité, de bonne facture. L'étui est, malgré le fait que ce soit un Condor, est bien fini. La seule chose, voilà, qu'on pourrait reprocher, c'est que ici, eh bien, on n'a pas de trou pour l'évacuation de l'eau en milieu humide ou même pour l'aération de la lame. Et alors, voilà, on verra à la longue, mais les rivets, les deux rivets qu'il y a ici, on verra ce que ça vaut au niveau qualité. Je vous en ferai part plus tard si ça lâche. Bien sûr, on a le logo Condor et ici, on a un passant ceinture qui fait plus ou moins 7 cm. Alors, pour des couteaux comme ça, surtout des couteaux avec un étui qui a une excellente rétention, moi je préfère toujours ajouter un dangler comme sur le Castrum ou d'autres couteaux typés chasse comme ça, pour avoir plus facile pour le prendre, étant donné qu'il est pas super facile à retirer, d'où sa bonne rétention. Voilà, donc si vous comptez investir dans celui-ci, un petit dangler ici, ce serait pas plus mal. Voilà, donc étui simili cuir, frappé, voilà, El Salvador. Je suis pas fan bien sûr déjà du cuir, alors du simili,
On verra. Je ne peux pas vous dire, je n'ai pas encore testé d'étui en simili-cuir en situation survie, bushcraft, etc. Donc je ne sais pas comment il va réagir à l'humidité. Bon, comme c'est une matière synthétique, peut-être que ça résistera mieux, paradoxalement, qu'au cuir, je ne sais pas. Mais sinon, voilà, bon, il est relativement bien fini pour un étui Condor. Voilà. Au niveau du couteau en lui-même, eh bien, je vous ai dit, comme tous les couteaux Condor, en général, les finitions, ben, ils s'en battent un peu les steaks, si vous voyez ce que je veux dire. Et ici, au niveau des plaquettes, elles sont vraiment bien finies. Il n'y a aucun jeu, ça ne dépasse pas. Par contre, le passant Dragon, voilà, si on veut poil de cuté, comme on dit chez nous, et trouver des petits défauts, ben, il y a moyen d'en trouver. Et alors, défaut un peu plus important à mes yeux pour les puristes, vous pouvez voir que on a les traces de colle lors de l'injection des rivets, et ça des deux côtés. Ils auraient éventuellement pu faire un petit effort. Pour ceux qui veulent éliminer la colle, un coup de papier de verre et alors on retraite le bois et c'est bon. Mais il faut savoir que le couteau arrive comme ça. Encore une fois, le beurre, l'argent du beurre et le cul de la fermière, on ne peut pas tout avoir. 64 € pour un couteau de ce gabarit-là, avec quand même un acier 1075 au carbone et des plaquettes en noyer, ça explique ceci. Voilà, alors pour les caractéristiques techniques de ce couteau qui a donc été créé par Joe Flowers, c'est un designer pour Condor. Il faut savoir que l'appellation technique du couteau pour les commandes ou les retours, c'est le CTK 229-5HC. Je ne sais pas pourquoi, mais ils l'ont appelé comme ça. Alors la lame, vraiment du bout jusqu'ici, fait 12,8 cm avec une hauteur maximale de 3,4 cm. Une épaisseur de lame de 4,7, ce qui est quand même une bonne épaisseur de lame. Et alors la longueur totale du couteau, on est sur 26 cm et demi pour un poids de 275-275 grammes. Voilà, ça c'est pour les caractéristiques de ce couteau. Merci Heidi. Voilà, bonjour Heidi. Ok. Ça c'était les caractéristiques techniques. Acier donc 10,75 qui ne résiste pas à la corrosion. Voilà. Vous aurez certainement vu que je me suis fait un petit bandage avec du duct tape, toujours avoir du duct tape en survie. Je viens d'ouvrir, faire un unboxing d'un couteau pas cher que j'avais commandé pour voir la qualité. Bon, j'ai compris pourquoi il était pas cher. Donc rétention dans l'étui 0. Et en faisant ça, il est tombé de l'étui, tombé à plat et je il m'est rentré d'1 centimètre dans le pouce. Donc voilà, ici, vive le duct tape. Pour le reste, celui-ci, qui est un couteau de qualité, on va voir ici s'il a une bonne inertie pour les coupes à la volée. Je vais me faire une petite batte pour le bâtonnage. Et ici, on est sur du hêtre qui est mort, donc qui est assez dur. Et on va voir comment ça rentre. Vous voyez que ça rentre pas mal. Forcément la forme de la lame et le poids de la lame font aussi que ça rentre bien. Et bien sûr la taille du couteau. On a déjà presque au bout. Et pourtant il est bien mort et il est bien dur. Voilà. Alors, hop. Vous pouvez voir ici le travail et voir qu'effectivement il s'agit bien de bois très sec qui va me servir de petite batte. Tant qu'on y est, au niveau de l'aiguisage, du taillage de pointe, pardon. Hop. Vous pouvez voir que c'est une lame Scandi, donc ça rentre vraiment bien dans le bois. Bien sûr, comme je dis à chaque fois,
il y a toujours ce compromis entre les moutures plates qui va être vraiment très tranchante, très coupante, mais qui au bâtonnage va nous faire perdre beaucoup d'énergie, et les moutures Scandi qui elles va plus attaquer le bois, peut-être être un peu plus fatigante pour tout ce qui est taillage de pointe, mais qui elle fait des merveilles justement en wood carving puisqu'elle attaque bien le bois, et qui fait des merveilles en bâtonnage puisque elle fait office de coin. Voilà, donc ici je vais pas aller plus loin, mais vous voyez que ça rentre vraiment bien, c'est du Scandi, c'est agréable. Voilà, hop. Alors il n'y a pas de jimping sur le dessus, mais c'est pas trop grave. La forme du manche qui est légèrement incurvée, plus la petite garde ici, font que voilà, il n'y a pas besoin d'avoir de jimping sur le dessus pour avoir une bonne accroche. Et je mettrai une paracorde également au bout pour faire une dragonne. Voilà, donc ici on est sur une bonne lame bien aiguisée avec un tranchant redoutable et vraiment bien fini. Voilà, donc coupe à la volée, il y a suffisamment d'inertie. Bon, c'est pas une machette forcément, c'est pas une hache, mais pour des petits travaux de débroussaillage et pour pouvoir éventuellement couper des petites sections si on n'a pas de hache ou de scie, ou alors si on en a une mais qu'on est un peu débile. Bref, on peut le faire avec ça. Ça, c'est déjà une première chose. Je l'ai mis à la ceinture, hein. Il tombe vraiment bien. Le passant ceinture est bien situé. Voilà, ici vous voyez que c'est vraiment impeccable, mais étant donné qu'on a vraiment une bonne rétention, voilà. Ici, moi, je préfère encore une fois un dangler parce que pour le sortir, je préfère pouvoir faire comme ça pour être plus sécure quand je coupe. Voilà. On va y aller directement. Section de bois très sec et on va voir si ça rentre. Voilà, lame Scandi, hein. Ça fait office de coin, il n'y a rien à dire, ça rentre comme dans du beurre. Le contre-tranchant qui garde une dominante plate sur le dessus n'abîme pas trop la batte, elle l'abîme mais pas trop. Voilà, ici je suis en plein dans un nœud, mais ça m'empêche pas de le péter. Hop. Et dernier morceau, un coup, deux coups. Allez, 4 coups. Voilà. Et ici, vous voyez que la batte, bon, elle n'a pas pris cher, mais elle a quand même pris. Hein. Si vous utilisez une section de bois mort pour bâtonner, le bois mort va s'enfoncer avec le contre-tranchant. Vous pourrez bâtonner pendant au moins un quart d'heure avec, puis il faudra changer de batte ou alors prendre une plus grosse section. Voilà, niveau bâtonnage, pas grand chose de plus à rajouter. Lame Scandi, ça rentre, ça bâtonne et ça bâtonne même très bien. Voilà, on va passer au test de précision. Alors ici, je viens de bâtonner pendant 5-10 minutes, du bois très dur, très sec, et vous pouvez voir que déjà ici, on sent bien qu'on est sur de l'acier qui est un petit peu plus faible puisque il est déjà légèrement griffé. Vous voyez ici. Alors, le 1075, 1075 se reprend très facilement, très facilement. Néanmoins, voilà, ça reste un acier un peu plus sensible au frottement. Ici, c'était du bois très dur, mais l'acier est déjà légèrement griffé. À ravoir très facilement, ça n'enlève rien au fait que c'est un excellent couteau au point de vue qualité-prix. Bien sûr, si vous montez dans les prix et que vous montez dans les aciers, vous n'aurez pas ce genre de petits désagréments. On va voir maintenant au niveau des feather sticks.
Ici on est sur du bois très sec encore une fois. Voilà. Alors la lame Scandi, elle attaque toujours beaucoup le bois, donc il faut vraiment bien rester en surface, pas rentrer trop dans le bois directement. Cela dit, vous voyez avec quelle facilité on peut vite arriver à quelque chose aussi. Lame Scandi pour le bushcraft, il n'y a pas mieux. Voilà. Nickel. On va voir maintenant si le contre, ici, le dessus de la lame, qui est normalement aiguisé à 90-90 degrés. On va voir si on peut utiliser le Fire Steel avec. Voilà, alors est-ce que le dessus de la lame frappe correctement le Fire Steel? Vous avez la réponse. Encore une fois ici, ça a été très bien conçu pour un couteau bushcraft, camp, chasse, etc. On va tenter, malgré le vent, d'allumer notre écorce de bouleau. Voilà, hop. Vous voyez qu'on a notre petit feu. Voilà. C'est parti. On va pas le faire pendant 3 heures, mais voilà. Et on a démarré notre petit feu. Alors, voilà, ici. Encore une fois, vous avez toujours des petites traces légères après avoir frappé le Fire Steel, mais l'arête fait le travail. Donc, à partir du moment où on a une bonne inertie pour les coupes à la volée, on a une bonne pénétration du bois pour le bâtonnage, on a une bonne précision pour le wood carving avec le swedge ici, qu'on appelle aussi fausse coupe, et qu'en plus ça fonctionne avec le Fire Steel, et bien il remplit toutes les qualités d'un bon couteau de chasse, de camp, de bivouac, de bushcraft. Seul bémol pour moi, au niveau de la qualité de l'acier, eh bien les petites griffes à ravoir une fois de temps en temps. C'est pas parce que l'acier est griffé qu'il coupe plus. Le tranchant est toujours rasoir. Néanmoins, voilà, pour les puristes, il faudra tenir compte de ça. Pour le reste, eh bien, on va passer aux conclusions finales. Alors, pour terminer avec cette petite review, qu'est-ce que j'en pense du Condor Stratos? Du bien. L'étui simili-cuir à tester avec le temps. Je vous ferai un rétex dans quelques mois si je vois que l'étui a fait défaut. Pour le reste, 64 €. Plaquette en noyer, acier 1075 au carbone, étui correct. Franchement, pour le prix, alors bien sûr, oui, il a des défauts, mais pour son prix, il n'en a pas. Le fait qu'on ait des traces de colle, si c'est pour utiliser le couteau dans la nature et pas pour le regarder dans son salon, quelque part on s'en tape. Voilà, la seule chose pour moi qui est une énigme en fait, c'est ce grand swedge au bout. Je ne sais pas si c'est juste esthétique ou pas. Au niveau du wood carving, alors on a bien sûr l'arrondi ici qui va nous permettre, par exemple pour les cuillères, de faire quelque chose plus facilement. Mais à part pour ça, c'est aussi pour ça que je l'ai acheté, hein, pour sa gueule atypique. Je vois pas trop à quoi ça sert. En tout cas, c'est pas du tout à des fins tactiques ou à des fins de chasse parce que la pénétration est très mauvaise. Le contre-tranchant, qui est pas vraiment un contre-tranchant, est plus une découpe de lame pour le design, je pense. Maintenant, au niveau de ses qualités intrinsèques, eh bien, on l'a super bien en main. Les plaquettes en noyer sont bien finies et il n'y a pas, comme je vous disais, d'irrégularité à ce niveau-ci. Ça m'aurait plus gêné que les traces de colle.
Le rivet troué pour la paracorde est un peu dégueulasse, mal fini, mais il fait le travail. Et alors l'acier, voilà, l'acier comme je vous l'ai dit, il se griffe, mais le tranchant par contre reste rasoir. Donc voilà, il y a des traces sur la lame, point barre. 64 balles pour avoir un couteau de camp qui peut tout faire. Comme je vous l'ai dit, un bâtonnage, coupe à la volée, petits travaux de camp et fire steel, je trouve que c'est un très bon prix. Voilà. Donc, pour ceux qui n'auraient pas 3000 € à taper dans un couteau et qui veulent quand même découvrir les joies du bushcraft et de la nature, ce couteau-là est parfait. D'ailleurs ici, maintenant, je pense que comme j'avais déjà commencé avec les Terrazor et avec le Stratos ici, je vais essayer de commencer des gammes de couteaux un peu plus low cost. Alors quand je dis low cost, je parle pas d'AliExpress, hein. Je parle de couteaux, des vrais couteaux, mais qui sont un peu moins chers justement parce que j'aimerais bien un peu qu'on démocratise l'idée que pour faire de la survie, il faut être blindé de thunes et avoir plein de choses chères. Pas du tout. Ça, c'est une bâche de chez Action à 4 €. Elle m'a permis de dormir des dizaines, voire des centaines de nuits ici. J'ai jamais eu de problème avec. La paracorde, la vraie paracorde reste utile, mais si vous avez de la corde de scout ou de la corde en lin, elle fait très bien le travail aussi. Donc, il ne faut pas être riche pour s'amuser dans les bois, que du contraire. Donc voilà, il me semble que 64 € ou 50 € même pour des couteaux encore moins chers et de bonne qualité. Voilà, c'est accessible si vous voulez aller vous amuser dans les bois. Donc je vais essayer de faire comme ça 2-3 couteaux un peu plus cheap. Et encore, je ne vais pas dire cheap, je vais dire moins cher. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est une bonne idée ou pas. Et alors, comme d'habitude, pareil, hein, vous sortez, vous essayez, vous me posez vos questions. Si vous avez des questions sur un autre couteau que je ne connais pas ou dont j'ai pas fait mention, ou peut-être que je connais et que je n'ai pas encore fait mention, vous n'hésitez pas. Si ça vous a plu, des pouces d'encouragement, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, renseignez ma chaîne à tous les gens que ça pourrait intéresser. Plus j'ai d'abonnements et plus le référencement pour moi est correct, plus je suis connu et plus j'ai d'abonnements et ainsi de suite. Et à ce moment-là, eh bien, voilà, plus j'ai de retour de YouTube, plus je m'investis aussi dans la chaîne. C'est du win-win. Voilà. Amusez-vous, sortez, éclatez-vous et puis à bientôt.